François Mitterrand lance ce soir un nouvel appel à la paix scolaire alors que les députés examinent le projet de loi Savary. La rechute du commerce extérieur, le déficit a été de 4,4 milliards de francs pour le mois d'avril. Ce sont 4 appelés du 1er CP de Pau qui ont monté l'opération de commando menée hier contre l'arsenal d'une caserne de la région. Après l'île aux Chalons, une nouvelle opération anti-drogue à Paris, c'est le 14e arrondissement qui était visé cette fois. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On l'attendait sur l'informatique, mais c'est avant tout sur la querelle scolaire que François Mitterrand est intervenu cet après-midi dans la ville d'Angers. Le chef de l'État allait visiter l'une des usines Bull qui fabrique des ordinateurs dans la région. Plusieurs milliers de manifestants partisans de l'enseignement privé l'attendaient pourtant devant la mairie. L'occasion pour François Mitterrand d'appeler à la réconciliation les partisans du public et du privé. Nous retrouvons tout de suite sur place à Angers Jean-Michel Mercurol. Banderoles et slogans pour la défense de l'école privée, c'était tout à l'heure à l'arrivée du président à la mairie d'Angers. Autour d'élus RPR, pourtant venus le matin même accueillir François Mitterrand, les manifestants entendaient protester contre le maire d'Angers qui avait menacé de couper les crédits de l'école privée si des manifestations se déroulaient sur le passage du cortège. Quelques cris ici, mais des poignées de main aussi dans les rues de la ville après la visite de l'usine d'informatique du groupe Bull, la plus performante du genre en Europe. Venu pour parler des chances de modernisation de l'économie du pays, François Mitterrand a surtout saisi l'occasion qui lui était offerte par les manifestants pour parler de l'école. On ne peut dire à l'État il faut payer, a-t-il dit. En 1983-84, ou bien quelques années plus tôt. Faudrait-il donc que chaque majorité imposât son point de vue? La partie majoritaire ignorant la fraction minoritaire, ces deux notions étant constamment réversibles. L'État doit remplir son rôle. Il tient compte des réalités. Il reste sage dans l'aménagement qu'il fait des lois antérieures, qui n'étaient pas des lois de paix scolaire. Et il prépare, en tout cas c'est son intention et c'est sa volonté, il prépare des temps prochains où chacun reconnaîtra que l'État fait son devoir et que les consciences restent libres, en commençant par la conscience des enfants. La querelle scolaire toujours, mais à l'Assemblée nationale, cette fois où les députés sont entrés aujourd'hui dans le vif du sujet. 30 orateurs devraient ainsi prendre la parole, alors que le gouvernement annonçait vers midi que le projet de loi Savary serait examiné selon une procédure d'urgence. Pierre Mauroy devrait par ailleurs engager cette nuit la responsabilité de son gouvernement. Quant à Jacques Chirac, il déposera dans 48 heures une motion de censure. Et puis, je vous rappelle que le président de la République recevra vendredi les parents d'élèves de l'enseignement privé, une entrevue qui interviendra selon toute probabilité après la fin du débat sur le projet de loi. Nous revenons à Angers maintenant où le président de la République visitait donc ce matin une usine d'ordinateurs, la société Bull. Il s'agit d'une société nationalisée qui fabrique des ordinateurs de grande et de moyenne puissance. L'usine d'Angers exporte presque la moitié de sa production et emploie un peu plus de 3000 personnes. Le chef de l'État avait choisi de venir rendre visite à une entreprise d'informatique car ce secteur préfigure selon lui la transformation souhaitable de l'industrie française. Même si Bull fait aujourd'hui figure de nain parmi les géants de l'informatique. Aujourd'hui, on fêtait un anniversaire à Angers. Roselyne Koskas. C'est le 1000e. Il s'appelle Taurus, c'est un ordinateur de moyenne importance. Il vient d'être vendu à la RATP d'Hanovre pour le trafic de la ville. Ce 1000e ordinateur est fabriqué ici, dans l'usine de Bull, à Angers, la plus grande usine du genre en Europe. Ici, Bull produit 2 types d'ordinateurs, un sous licence américaine et un totalement français. Taurus est de cela, issu de la recherche et de la conception de Bull, et vendu, selon les demandes de la clientèle, entre 150 millions et 1,5 milliard de centimes. Ici, peu de personnel, mais beaucoup de technologie. On invente même un nouveau système, le micro-packaging. Un mot barbare pour une technique qui permet de gagner de la place, de mettre plus de puces dans l'ordinateur et de le rendre plus puissant. Fallait donc y penser.
Cette technique, concurrente de celle d'IBM, est déjà adoptée par Honeywell et par le japonais Nippon Electric. Bull est le 8e informaticien dans le monde, mais c'est d'abord une entreprise totalement française. Avec typiquement les qualités et les défauts des Français. Imaginatifs, créatifs, rapides, réactifs. Et puis par ailleurs, n'ayant pas toujours porté l'attention nécessaire aux performances industrielles. Depuis quelques années, Bull tente un réel effort à l'étranger où il réalise près de la moitié de son chiffre d'affaires. L'objectif, réduire à tout prix le déficit, passer de 1,5 milliard en 82 à 0,7 en 83. Dans ce pari, Bull a des atouts. Bull est la seule entreprise à avoir installé plus de 100 grands ordinateurs sur le territoire américain. Ceci nous a habitués à une coopération technique avec Honeywell aux États-Unis, avec NEC au Japon, avec des accords de recherche et développement nous ont maintenant entraînés à travailler avec Siemens, ICL en Europe, pour ne pas parler de Matra Harris en France. Avec ses atouts, dans le monde très concurrentiel de l'informatique, Bull devra aussi relever le défi de toutes les entreprises nationalisées, être bénéficiaire en 86 et le rester. La rechute du commerce extérieur qui a enregistré un déficit de 4,4 milliards de francs le mois dernier, un chiffre corrigé des variations saisonnières, c'est si vous préférez l'instantané de la situation du commerce extérieur français au mois d'avril. Une mauvaise nouvelle pour le gouvernement puisque jusqu'à présent c'est dans ce secteur que le redressement le plus notable avait été réalisé alors que l'inflation continue de causer bien des soucis. Alors s'agit-il d'une tendance profonde ou d'un simple accident de parcours? Votre réponse, Philippe Sassier. Bien, c'est effectivement la question que l'on peut se poser après ces résultats décevants, voire inquiétants, alors que l'équilibre est prévu pour la fin de l'année avec un déficit qui ne devrait pas dépasser au total 25 milliards de francs pour 1984. Alors, pourquoi important? Nos importations se stabilisent à un niveau élevé, certes, car elles supportent notamment la hausse du dollar, mais c'est normal. Ce qui l'est moins, c'est le léger recul de nos exportations. Et là, plusieurs hypothèses. Chute des commandes des grands contrats, disparition de l'effet coup de fouet de la dévaluation 83, ou bien mauvaise adaptation de l'outil industriel français et de l'outil d'exportation français aux nouvelles contraintes internationales. Si cela était vrai, eh bien ce serait grave. Et c'est pourquoi les pouvoirs publics vont se livrer à une véritable radioscopie des chiffres du mois d'avril pour savoir évidemment s'il s'agit d'un accident de parcours ou bien d'un renversement de tendance. Car il ne faut pas oublier que les chiffres du commerce extérieur peuvent influer directement sur la politique économique d'un gouvernement et bien sûr sur le niveau de vie des citoyens. Il faut ajouter que certaines entreprises essayent bien sûr de tirer leur épingle du jeu. Ce ne sont pas forcément les plus grandes ou les plus grosses qui se tournent vers l'exportation, y compris vers les États-Unis. Mais regardez le reportage de Geneviève Moll. Il y est question de deux frères jumeaux. Voici Bernard, patron de la maison mère. À Bordeaux, il conçoit et fabrique les ordinateurs et les lasers qui équipent désormais l'industrie de la confection. Et puis voici Jean. Comme tout vrai jumeau, il ressemble trait pour trait à son frère. C'est l'autre PDG de la famille. Il vend ses ordinateurs et ses lasers aux États-Unis depuis ses bureaux de New York, Atlanta, Chicago et Montréal. Une réussite exemplaire qui est partie de zéro. Zéro, c'est-à-dire cette cave humide et sombre des quais à Bordeaux. À l'époque, la seule richesse de Bernard et de Jean, c'était une idée. Celle de faire économiser le maximum de tissu dans les découpes de patrons chez les fabricants de vêtements. Pendant des mois, ils ont bricolé un ordinateur, plus tard un laser. Avec quelques fidèles, ils ont fabriqué une machine, puis deux. Vous voyez le résultat. Ils sont ensuite passés au stade industriel et leur machine équipe maintenant toutes les entreprises de confection qui se veulent à la pointe du progrès technique. Leur principal concurrent dans le monde, un Américain, à qui ils prennent progressivement des parts du marché en Europe. Ils ont décidé d'attaquer ce concurrent sur son propre territoire, les États-Unis, mais là, ils y sont allés sur la pointe des pieds. Je crois que l'intérêt, c'est d'être déterminé à faire un travail à long terme. Alors, nous avons parlé de 3 ans, et en fait, je me rends compte maintenant que pour faire exister une entreprise en Amérique, il faudra probablement beaucoup plus de temps.
Bernard et Jean ont pourtant un avantage décisif sur leurs concurrents. En fabriquant eux-mêmes les pièces de leurs machines au lieu de les sous-traiter, ils arrivent à être 20% moins chers. Et ils ont constitué sur place, aux États-Unis, un service après-vente qui rassure le client le plus exigeant. Achetez-vous indifféremment français, japonais ou américain. Oh non, ce n'est pas comme cela que le problème se pose. Nous achetons à partir du moment où le matériel et l'entreprise sont fiables. L'entreprise, c'est aujourd'hui 260 personnes en France, une cinquantaine en Europe, une cinquantaine aux États-Unis. Monsieur Lionel Jospin a été reçu ce matin pendant 45 minutes par l'ambassadeur d'Union soviétique à Paris. Le numéro 1 du PS lui a fait part des inquiétudes que suscite au Parti socialiste et dans l'opinion publique en général l'état de santé et le sort des époux Sakharov. Le cas d'Andrei Sakharov et de sa femme Elena Bonner provoquait une émotion qui justifiait cette intervention. Je lui ai dit que je souhaitais avoir des informations sur leur état de santé et leurs conditions d'existence. J'ai d'ailleurs évoqué à cette occasion rapidement, parce que ce problème n'est pas singulier, le cas d'autres personnes. Je pense par exemple à Yossip Begoun ou je pense à Anatole Sharansky. J'ai dit également que j'émettais deux vœux, deux demandes. L'un, que Madame Elena Bonner puisse se rendre en Italie pour être soignée par le médecin qui l'a déjà opéré. L'autre, que Monsieur Andrei Sakharov puisse quitter le territoire soviétique puisqu'il le souhaitait. Oui, pour les soviétiques qui ont publié un communiqué sur ce sujet, un examen cardiologique pratiqué à Moscou a démontré que Mme Sakharov souffre d'une insuffisance coronarienne normale à son âge. Son état s'est stabilisé de façon satisfaisante. C'est en tout cas ce que précise le communiqué de l'ambassade d'Union soviétique. Le ministre ouest-allemand des Affaires étrangères, M. Genscher, était encore à Moscou ce matin où il s'est entretenu avec son homologue soviétique, M. Gromyko. À l'ordre du jour, la tension Est-Ouest et plus précisément les rapports entre Bonn et le Kremlin. M. Genscher a pourtant également abordé le problème des droits de l'homme à travers l'affaire Sakharov. Cette visite était par ailleurs l'occasion de voir Konstantin Tchernenko, dont la santé avait suscité ces dernières semaines bien des inquiétudes. De Moscou, Michel Meyer. Avec le rituel des spéculations sur la santé des dirigeants soviétiques. En l'occurrence, l'asthme, les difficultés respiratoires et de déplacement du chef du Kremlin ont été passés au crible. L'analyse médicale primait sur l'analyse politique. De fait, Konstantin Tchernenko est apparu en assez bonne forme aux yeux de Hans-Dietrich Genscher. Il a redit, en tout cas fortement, à son visiteur ouest-allemand son hostilité à l'installation des Pershing en Allemagne fédérale. Les soviétiques, surtout Andrei Gromyko, le ministre des Affaires étrangères, ont, et pour faire pression sur Bonn, dramatisé la situation Est-Ouest, évoquant la réalité d'une ère glaciaire dans les relations internationales. Pour eux, la reprise du dialogue avec les États-Unis est pour l'instant impensable, même si, en coulisses, des experts américains et russes se rencontrent pour discuter du projet américain de système antimissile dans l'espace. Dans un tel climat, on ne s'étonnera pas que sur l'affaire Sakharov, les soviétiques n'aient pas bougé d'un iota. Pour eux, Sakharov est parfaitement soigné à Gorky. Pas question qu'il puisse quitter cette ville, malgré les protestations et les actions qui se produisent actuellement, en Europe occidentale notamment. À l'appel des 10 Européens transmis par l'ambassadeur de France à Moscou et au rappel discret de l'Allemand Genscher, ils ont tout simplement opposé une fin de non-recevoir. En politique, à noter que le commissaire du gouvernement du tribunal administratif de Nice s'est déclaré favorable à l'annulation des élections municipales de la Seine-sur-Mer. Le jugement définitif ne sera cependant rendu que vendredi après-midi. Vous vous souvenez certainement que le 28 février dernier, la liste d'opposition avait été proclamée élue avec 28 voix d'avance. Le commissaire du gouvernement a conclu que 25 voix étaient litigieuses, retenant aussi le fait que l'opposition s'était livrée à une propagande tardive. Jugement donc vendredi après-midi.
De nouveaux incidents lors d'un meeting de Jean-Marie Le Pen hier soir à Clermont-Ferrand. Une dizaine de personnes ont été légèrement blessées. Des incidents désormais classiques puisqu'à chaque meeting du leader du Front National, des opposants essayent d'empêcher la réunion. C'est effectivement devenu une habitude. À chaque fois que Jean-Marie Le Pen entend réunir ses supporters dans une ville de France, il se trouve 300 ou 400 personnes pour tenter d'interdire la réunion. Généralement, la manifestation est calme, de principe pour ainsi dire, mais hier soir à Clermont-Ferrand, l'intervention des forces de l'ordre a tout changé. D'un côté, les gardes mobiles et les 2500 participants au meeting du leader du Front National, de l'autre, 400 jeunes qui voulaient en découdre. Bien après la fin du rassemblement, les manifestants ont brisé des vitrines et tenté de renverser des voitures, barricades de poubelles en feu, grenades lacrymogènes. Une dizaine de policiers et de manifestants ont été blessés, ainsi qu'un photographe de l'agence Gamma. Jean-Marie Le Pen a violemment condamné ces incidents et vilipendé, je le cite, ces commandos étrangers, véritable 5e colonne de la guerre civile. Mais cette fois-ci, il s'est bien abstenu de faire le coup de poing en personne. La direction de Talbot-Poissy a décidé d'engager une procédure de licenciement contre Nora Tréhel et Yves Bongiorno, les deux leaders de la CGT de Poissy. Motif de la procédure, les deux syndicalistes, d'après la direction, ont distribué des tracts à proximité des chaînes de montage. Ce soir, la direction nous a toutefois précisé qu'il s'agissait plus d'un rappel à l'ordre que d'un véritable licenciement. La CGT dénonce ce soir, je cite, « cette manœuvre dont le caractère mesquin est méprisable ». Elle appelle, je cite toujours, les travailleurs à réagir avec sang-froid et lucidité. L'opération de commando menée hier contre l'armurerie du camp de Setzer dans les Pyrénées-Atlantiques, cette opération a été menée par 4 appelés du 1er RCP de Pau. Les 2 sentinelles soi-disant agressés lors de l'opération étaient en fait des comparses. Le reportage sur place de Patrice Paulet. L'attaque du camp militaire de Setzer dans la nuit de lundi n'était qu'une comédie. Comédie vite terminée grâce aux gendarmes qui avaient relevé des invraisemblances. Tout d'abord, pas de traces d'effraction à l'entrée du camp et ensuite les dépositions contradictoires des soldats. Alors, ces soldats avouent rapidement. Leur mise en scène avait pour but de faire croire au vol par un commando anonyme d'un stock d'effets militaires et de munitions. Les 4 soldats du 1er régiment de chasseurs parachutistes se sont donnés à fond dans leur rôle de composition. Un des soldats, avec un pistolet à grenaille, a même été jusqu'à blesser 2 de ses camarades pour faire plus vrai. Les autorités militaires gardent le mutisme le plus complet sur cette affaire. Cependant, hier soir, le commandant de la place de Pau reconnaissait dans un bref communiqué les faits. Mais au camp militaire de Setzer, ce matin, il était difficile d'en savoir plus. Capitaine, je fais rien. Voilà, s'il vous plaît. Comment? Le capitaine militaire. Voilà. Mais je vous dis, je ne sais pas de quoi vous parlez. Il n'y a pas eu d'incident pour vous? Non, pour moi, il n'y a pas eu d'incident. Il n'y a pas eu d'incident qui doit être déclaré à la presse. Je ne suis pas, disons, autorisé ni en mesure de vous dire quoi que ce soit. Les 4 soldats sont depuis 48 heures en prison dans une cellule de leur caserne. Ils encourent au minimum une 60aine de jours d'arrêt de rigueur. Mais pendant quelques instants, on a eu très peur ici. L'affaire du camp militaire de Clausel, en novembre 81, est remontée à la surface. Ce jour-là, un commando avait dérobé 4 mitrailleuses lourdes et 155 pistolets mitrailleurs. Nuit bleue à la Guadeloupe où 5 attentats à l'explosif ont été commis la nuit dernière à Pointe-à-Pitre. Il n'y a eu que des dégâts matériels. Ces attentats n'ont pas été revendiqués. Très importante opération de police tôt ce matin dans plusieurs rues du 14e arrondissement de Paris. Une opération un peu semblable à celle menée ces dernières semaines dans l'îlot Chalon. Aujourd'hui encore, les policiers se sont attaqués à des revendeurs de drogue qui opèrent soit dans la rue, soit dans des immeubles occupés par des squatteurs. Isabelle Bechler et Jean-Claude Bruzzi sont restés 4 jours dans ce quartier pour savoir comment les choses se passaient. Un va-et-vient constant, des regards méfiants, des vendeurs et des clients. Le commerce marche bien rue de l'Ouest. Drogue dure et drogue douce changent de main sous nos yeux. Dans les immeubles promis à la démolition, des squatteurs et des guetteurs. Et pour les trafiquants, bien sûr, le chantier permanent qu'est devenu ce quartier du 14e arrondissement recèle toutes les caches possibles et imaginables. Tout est bon, les pavés, les plaques de gaz des immeubles, les coins et le recoin des chantiers. Même pas besoin de descendre de voiture quand on passe rue de l'Ouest, service à domicile.
À 200 mètres du carrefour de la drogue, la vie du quartier continue, tant bien que mal, mais dans le malaise. Le quartier se dégrade de plus en plus jusqu'au pourrissement. On laisse pourrir cette situation qui est une situation assez trouble de ces gens qui sont là et qui vendent en toute impunité la drogue sur le trottoir. Rue de l'Ouest, le balai est incessant. Ici, attention à l'échange, les clients des dealers sont des adolescents d'à peine 13 à 15 ans. Les trafiquants ont pignon sur rue, alors pourquoi se gêner pour compter ses billets? Mais les gens du quartier s'inquiètent. Même si les dealers ne sont pas très agressifs, on va avoir des gens agressifs par le manque de drogue qui vont arriver et des gens malades et qui peuvent agresser des vieux, des jeunes, des enfants. On a la présence d'écoles dans le quartier et c'est très malsain pour les petits d'avoir des gens qui sont malades. Ce sont les opérations de rénovation qui ont amené avec elles ces marginaux, ce malaise. Dès qu'un appartement est libéré, des squatteurs s'y installent et les clients affluent pour les trafics les plus variés. Le plus souvent, les habitants légitimes se sentent complètement abandonnés, même de la police. Au 38 de la rue de l'Ouest, la situation était intenable pour Michel, une jeune femme qui a tenu bon malgré l'attitude du commissariat le plus proche. On dit aussi aux gens du quartier de tirer dans le tas quand on se plaint. On nous dit mais déménagez, allez-vous-en, tirez dans le tas, on vous couvrira, qu'est-ce que vous attendez, posez une bombe, en fait ce genre de réponse qui prouve vraiment tout de même qu'on se moque de nous. Les squatteurs ou les dealers de tout un quartier font le travail des rénovateurs finalement parce que ça accélère le départ des gens. Mais c'est insupportable d'accepter ça. Vivre dans cette zone du 14e arrondissement relève de l'héroïsme entre les pelleteuses, les grues et les dealers. Mais il faudra peut-être renoncer au charme bien parisien de ce quartier pour en chasser les dealers. Il fait un temps de chien sur la base de Kourou en Guyane, d'où la fusée européenne Ariane doit s'envoler dans quelques heures. À cela près, tout va bien sur le pas de tir, où les opérations de lancement se sont poursuivies normalement tout au long de cette journée. Un vol capital pour Ariane, dont c'est le premier tir commercial. À noter d'ailleurs que c'est aussi la première fois dans l'histoire de la conquête spatiale qu'une entreprise privée, en l'occurrence Ariane Espace, est chargée de placer un satellite sur orbite. Le temps des essais est maintenant terminé et à partir de cette nuit, Ariane va essayer de s'imposer sur le marché prometteur de l'espace. De la base de Kourou, notre envoyé spécial, Jacques Violet. Pour la première fois, c'est une société commerciale privée, Ariane Espace, qui assure le lancement d'un satellite pour une société privée américaine. Le satellite, le voici, c'est SpaceNet numéro 1, un satellite de communication. La facture pour ce lancement, 25 millions de dollars, environ 21 milliards de centimes. L'espace coûte cher et rapporte beaucoup d'argent. Aujourd'hui, Ariane Espace dispose d'un carnet de commandes de 6 milliards et demi de francs, dont 40% à l'exportation, en dehors du marché européen. Mais l'Europe a des concurrents. Ils sont d'abord américains et en tout premier lieu la navette spatiale. La navette spatiale est pour nous le concurrent numéro 1 dans le domaine des satellites d'application, mais également ont émergé aux États-Unis, à l'exemple d'Ariane Espace, des sociétés privées qui veulent commercialiser les fusées classiques américaines. Elles commencent ou elles vont commencer leurs opérations dans le cours de l'année ou l'année prochaine et il va falloir compter avec eux. Restent les Japonais. Alors, il reste les Japonais. Les Japonais ont un lanceur qui est actuellement produit sous licence américaine, ce qui leur interdit la compétition, mais ils s'efforcent de combler leur retard et développent actuellement une technologie avec laquelle il faudra compter dans les années 90. Pour répondre à cette concurrence, on termine la construction d'un deuxième pas de tir. Dès 1986, Kourou devra lancer une fusée par mois. Des Ariane 3 plus puissantes pour lancer des satellites plus lourds, plus gros. Des satellites qui rapportent beaucoup d'argent. Un satellite de communication qui a une durée de vie moyenne de 6 ans rapporte à ses propriétaires environ 1 million de francs par mois. Une fois dans l'espace, il ne coûte plus rien. Il est en général amorti en 2 ans. Voilà ce qu'est aujourd'hui le fabuleux marché de l'espace.
En sport, Laurent Fignon a dû céder le maillot rose du Tour d'Italie. C'est Francesco Moser qui le lui emprunte après l'étape de montagne remportée par l'Italien Moreno-Argentin. Alain Vernon. Après 160 km de course, Laurent Fignon souffre et s'inquiète. Dans les 30 km d'ascension du Blockhaus, dans le massif des Abruzzes, le leader du Tour d'Italie est distancé. Son maillot rose est en péril. Laurent Fignon s'attendait, c'est vrai, à une attaque de ses adversaires, mais cette fois, il ne peut pas contrôler l'offensive. Et à 9 km du sommet, 3 hommes s'échappent. Da Silva le Portugais, Lejarreta l'Espagnol et Beat Breux le Suisse. Mais à 2 km de l'arrivée, la jonction s'opère, Moser emmène le groupe de chasse. Alors, à 200 mètres de la ligne, regardez, Moser tente de partir seul. Moreno-Argentin, le champion d'Italie, réagit bien et passe dans les derniers mètres le détenteur du record du monde de l'heure. C'est la deuxième victoire d'étape pour Moreno-Argentin, mais Francesco Moser, lui, endosse ce soir le maillot rose de Laurent Fignon. Laurent Fignon qui termine à plus d'1 minute des Italiens. Au général, Fignon est 4e à 43 secondes de Moser, mais il reste 17 étapes aux Français pour reconquérir le maillot rose. On connaît ce soir les têtes de série pour le tournoi de Roland-Garros qui débute lundi. C'est John McEnroe qui sera tête de série numéro 1, suivi de Lendl, Connors, Wilander et Arias. Yannick Noah se trouve en 6e position, ce qui correspond au classement actuel des joueurs professionnels. Je ne vous demande pas s'il fera beau lundi sur les cours de Roland-Garros, Brigitte Simonetta. Alors lundi, c'est un peu loin, mais, les ingénieurs météo misent sur une amélioration. Encore un petit tour et les nuages devraient s'en aller. Regardez la photo satellite. Il y a encore une dépression sur les côtes de la Manche qui descend jusqu'au golfe de Gascogne. Une autre dépression sur l'Espagne qui, elle, remonte vers le golfe du Lion. Et c'est ce fameux tour de piste. Ces dépressions ne sont plus alimentées. Elles vont donc se combler et mourir sur place. Regardez la carte pour demain. Donc encore des pluies abondantes à l'ouest, de la Bretagne, au Limousin et aux Landes. Encore des orages à l'est, de la Corse, aux Alpes et aux Vosges. Partout ailleurs, des éclaircies se développeront. Et suivant le mouvement que nous venons de voir sur la photo satellite, ces deux zones de mauvais temps vont basculer dans l'après-midi. L'une allant jusqu'aux Pyrénées-Orientales, l'autre jusqu'aux Ardennes, et elles libéreront du coup et la Bretagne et la Corse. Le baromètre et le thermomètre restent stables de 13 à 18 degrés sur la moitié nord et de 16 à 20 degrés sur la moitié sud. Demain, mercredi 23 mai, le soleil se lèvera à 5h59, se couchera à 21h36 et nous fêterons les Didier. Et le dernier journal vous sera présenté aux environs de 23h35 par Jacques Segui. Demain, vos rendez-vous habituels, Antenne de midi 12h45 et C'est la vie à 18h30. Très bonne soirée sur Antenne 2. À demain 20h. Bonsoir.